Allô? Allô, Dimitri? Ici le président des États-Unis. Oui, des USA. Oui, je vais bien, Dimitri, merci. Au fait, Dimitri, vous vous rappelez ce qu'on a dit en cas de problème avec la bombe? La bombe, Dimitri, la bombe à hydrogène. Eh bien, un de nos commandants de base a perdu un peu la tête. Et il a fait quelque chose d'assez stupide. Il a ordonné à ses bombardiers d'attaquer votre pays. Allô? Allô, Dimitri? Il a raccroché. Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Aujourd'hui, on va parler de guerre froide, d'espionnage et de bombes nucléaires. Mais au fait, qui construira la plus grosse? Allez, c'est parti! Et ce jeu, c'est le Manhattan Project de l'auteur Brandon Tibbets, édité en 2012 chez Minion Games et en 2014 chez Marabunta pour sa VF. Le jeu a bénéficié de 2 extensions et de plusieurs versions standalone, comme Energy Empire et Minute to Midnight en 2018. Dans The Manhattan Project, vous êtes à la tête du programme national de recherche atomique de votre nation, et vous menez une véritable course pour mettre au point les plus grosses bombes nucléaires. Vous utiliserez tous les moyens, même l'espionnage et la force armée, pour parvenir à votre objectif, assurer la défense de votre nation. Allez, on va voir tout ça ensemble! Et voici la table de The Manhattan Project en configuration pour 3 personnes. Le plateau principal contient les jetons des 3 nations sur les pistes espionnage, plutonium et uranium enrichi. Pour 3 personnes, seuls les marqueurs de test implosion de valeurs 0, 4 et 8 sont utilisés. Le marché des bâtiments est en place, avec les 6 cartes à dos rouges placées en premier, ici, puis une carte bleue tirée au hasard de la pioche. 4 cartes bombes ont également été piochées au hasard du paquet et placées ici. Chaque nation détient un plateau individuel, avec 4 laborantins, 10 $, un jeton chasseur et un jeton bombardier sur la case 1. Les ingénieurs et les scientifiques de chaque nation sont placés sur le côté. Le reste du matériel est placé ici, avec les cubes Yellow Cake, la réserve d'argent, les marqueurs de dégâts et les marqueurs de bombes chargées, et pour finir, les intérimaires neutres. En fonction de l'ordre du tour, et afin de compenser l'avantage de commencer, chaque nation débute la partie avec ou sans bonus selon le tableau de la mise en place du livret de règles. Et comme d'habitude, voici quelques points de règle importants à ne pas oublier. À son tour, une nation doit choisir une et seulement une de ces 2 options. Placer des travailleurs ou retirer des travailleurs. Lorsqu'une nation place un travailleur, elle peut le placer d'abord sur le plateau principal, puis sur un ou plusieurs bâtiments, mais pas l'inverse. À son tour, une nation ne peut placer qu'un seul travailleur sur une case du plateau principal. Chaque travailleur placé réalise immédiatement l'action associée. Chaque case du plateau principal ne peut contenir qu'un seul travailleur à la fois, comme ici par exemple, sauf pour la case construction qui peut contenir un nombre de travailleurs illimité, et la case projet de bombe qui doit en contenir exactement 2. Une nation peut placer n'importe quel type de travailleur dans la case construction pour construire un bâtiment. Elle doit alors payer le coût indiqué au-dessus de la carte bâtiment qu'elle désire acquérir. Si elle place un ingénieur sur la case construction, elle peut construire gratuitement un des 2 bâtiments les moins chers, comme indiqué au-dessus des cartes. Chaque bâtiment construit est alors placé sur son plateau personnel. 3 des cases du marché des bâtiments et 3 cases de la section Factory sont marquées avec un signe de $ rouge. Lorsqu'une nation construit un de ces 3 bâtiments ou place un travailleur sur une de ces 3 cases Factory, une pièce de 1 $ est prise dans la réserve générale et est ajoutée à la caisse noire, représentée ici. Et si une nation construit le moins cher des bâtiments, comme ici avec la nation verte qui a construit une factory, elle reçoit tout l'argent se trouvant dans la caisse noire. Ensuite, n'oubliez pas de faire glisser toutes les cartes bâtiments et d'en dévoiler une nouvelle. Rappelons quelques effets des cases sur le plateau principal. Ici, avec les 2 cases Aircraft qui produisent des chasseurs ou des bombardiers, les cases $ qui procurent de l'argent, les cases mines qui produisent des cubes Yellow Cake, les cases université qui forment des travailleurs, et enfin les 2 cases réacteurs, la première produisant du plutonium
et la seconde de l'uranium enrichi. Les cases airstrike permettent de lancer des frappes aériennes. Lorsqu'un travailleur est placé sur une des deux cases airstrike, la nation peut lancer des raids aériens contre les autres nations selon le nombre d'avions qu'elle possède. Les deux cases airstrike sont identiques, et une frappe aérienne peut être dirigée contre la même nation ou plusieurs. Il y a deux types de frappes aériennes. L'attaque des chasseurs qui permet de détruire à raison de 1 pour 1 des chasseurs ou des bombardiers adverses au choix de la nation attaquante. Ou alors l'attaque des bombardiers pour endommager par bombardement un bâtiment adverse. Attention, il n'est pas possible de conduire une telle attaque contre une nation adverse qui a au moins un chasseur. Ensuite, si un bâtiment a été endommagé de cette façon, celui-ci ne peut plus être utilisé par aucune nation. Aucun travailleur ne peut y être placé, mais n'importe quel travailleur déjà en place sur un bâtiment devenant endommagé peut être récupéré normalement par l'action retirée des travailleurs. La case espionnage permet de recruter des espions et d'envoyer des travailleurs dans les bâtiments adverses, tout en bloquant l'accès à leurs propriétaires. Mais attention, une nation ne peut pas placer des travailleurs sur des bâtiments adverses à tous les tours, mais seulement sur le tour où elle place un travailleur sur une case espionnage. La case atteinte indiquant le nombre maximum de bâtiments que la nation peut espionner. Ici, la nation verte, en payant 3 $ à la réserve et en plaçant un travailleur, augmente son niveau d'espionnage de 1, et elle peut donc, avec son niveau 1, espionner un bâtiment d'une nation adverse. Par exemple ici, avec ses deux travailleurs, elle espionne la mine de la nation rouge, ce qui lui permet de produire 2 cubes yellow cake. De plus, son action espionnage a permis de bloquer l'action de la carte à son propriétaire. Une action bombe peut être jouée à n'importe quel moment du tour d'une nation. Afin de construire une bombe, la nation doit avoir, bien sûr, une carte bombe en main, le ou les travailleurs nécessaires, ici un scientifique, et les ressources nécessaires, ici 3 uraniums enrichis. La carte bombe est ensuite placée face visible à côté du plateau individuel. Le marqueur sur la piste fuel du plateau principal est diminué d'autant. Et une fois les ressources payées, la bombe est achevée et les points indiqués sur la carte bombe sont marqués. Ici, 10 points de victoire. De plus, pour charger une bombe, une nation doit payer le coût de chargement indiqué sur la carte, ici 1 $, et reculer le marqueur bomber d'une case sur la piste de son plateau individuel. La nation place ensuite un jeton loaded bomb sur sa carte bombe chargée, ce qui lui rapporte 5 points de victoire supplémentaires, et bien sûr, chaque bombe ne peut être chargée qu'une seule fois. Avec une bombe au plutonium, une nation peut réaliser un test d'implosion afin d'obtenir le maximum de points pour les prochaines bombes au plutonium. Pour cela, elle peut utiliser n'importe quelle bombe au plutonium pour réaliser ce test. Cependant, chaque nation ne peut tester qu'une seule bombe plutonium dans la partie. Mais elle n'est pas obligée d'effectuer ce test avec la première bombe de plutonium fabriquée. Pour tester une bombe, placez simplement la carte bombe face cachée sous la pioche bombe, comme ceci. La bombe a été testée, elle est donc perdue. Puis prenez le marqueur test d'implosion de la plus forte valeur de la réserve générale et placez-le à côté de votre plateau individuel. Ici, 8 points. Et pour la suite de la partie, la nation marquera la plus grande valeur des points de victoire de toutes les cartes bombes au plutonium construites. Ici, 24 points au lieu de 12. Et bien sûr, si la carte bombe utilisée pour le test avait des travailleurs dessus, la nation les place sur son marqueur de test d'implosion. Et s'il y avait également un marqueur loaded bomb dessus, celui-ci retourne dans la réserve générale et la nation perd les 5 points. Si une nation décide de retirer ses travailleurs lors de son tour, elle doit suivre ces 3 étapes dans cet ordre. Étape 1, remettre tous ses travailleurs permanents du plateau principal et des plateaux des autres joueurs dans sa réserve personnelle. Ici donc, ces 4 travailleurs. Étape 2, remettre tous les travailleurs se trouvant sur ces bâtiments, sur son marqueur test, et sur des bombes, ici le scientifique. Si la nation avait recruté des intérimaires neutres, ceux-ci retournent ici dans la réserve générale. Et enfin, étape 3, remettre tous les intérimaires du plateau principal, et éventuellement ceux de la réserve personnelle, dans la réserve générale. Attention, le retrait des travailleurs doit concerner au moins un de vos travailleurs permanents. Et enfin, je vous rappelle que la partie s'arrête immédiatement dès qu'une nation atteint le nombre de points de victoire déterminé selon le tableau des règles, par exemple 60 points à 3 personnes.
Regardez bien en début de partie l'ordre des cartes construction et surveillez chaque nouvelle carte révélée. Priorisez les actions des cartes ou du plateau principal permettant de gagner de nouveaux ouvriers, surtout en début de partie. Mais ne négligez pas celles permettant de gagner de l'argent, puis également de l'uranium. Vous aurez également des choix judicieux à faire sur les cartes bâtiments qui vous permettront d'être autonome par rapport au plateau principal. Attention aussi aux chasseurs et aux bombardiers adverses, ils peuvent vous ralentir en endommageant vos bâtiments. Ne négligez pas l'action espionnage permettant de profiter des bâtiments adverses, surtout si vous êtes en manque de bâtiments de certains types. Et si vous testez une bombe au plutonium, privilégiez une bombe à moindre coût, comme celle-ci. Enfin, soyez vigilants afin de choisir le bon timing pour le retrait de vos travailleurs, car vous allez libérer certaines actions qui deviendront disponibles pour vos adversaires. Il existe une variante qui vous permet de jouer en mode solo. Dans cette variante, vous serez engagé dans une course contre un ou deux robots afin d'atteindre 70 points de victoire. Vous trouverez un lien dans le descriptif de la vidéo. Et côté configuration, je vous recommande de jouer à 4 ou 3 personnes comme ici. La configuration à 5 est à réserver aux personnes qui connaissent bien le jeu, et celle à 2 manque d'interaction à mon goût. Voilà, ce que j'apprécie dans Manhattan Project, c'est son côté planification et montée en puissance des actions. En effet, plus la partie avance et plus vous avez de possibilités d'action sur votre plateau, grâce aux nouvelles cartes bâtiments et à vos ingénieurs et scientifiques. Mais attention, vous devrez les combiner au mieux, tout en surveillant vos adversaires afin qu'ils ne prennent pas trop d'avance sur vous. A noter que le jeu mélange habilement les mécanismes de gestion de postes ouvriers et de ressources, le tout avec une bonne dose d'interaction directe, ce qui est assez rare dans ce type de jeu. Et pour aller plus loin, je vous recommande le film Dr Folamour, une comédie militaire et satirique sortie en 1964 et réalisée par Stanley Kubrick avec Peter Sellers qui y interprète 3 rôles distincts. Tourné en pleine guerre froide, le film raconte le déclenchement d'une frappe nucléaire massive sur l'Union soviétique. Ah, je vous laisse, car on m'appelle pour le largage de la bombe. Et le commandant alors? Et à bientôt sur Je Conseille.